Sommes-nous à la portée des tirs russes? En tous les cas, Emmanuel Macron l'a dit très clairement lors de ses vœux aux armées. Écoutez. La capacité des armées à s'engager à court terme sera améliorée et accélérée. Ce troisième objectif se décline à travers plusieurs lignes d'action. Il s'agit d'améliorer la protection de nos forces, défense surface air, lutte anti-drone, guerre dans le champ électromagnétique, où nous avons vu à chaque fois des nécessités d'aller plus vite, parce que la compétition est plus forte. Il nous faut ensuite moderniser notre modèle d'armée avec en particulier des drones de tout type pour les trois armées. Et là-dessus, nous devons aller plus vite, car nous avons vu la capacité d'innovation et l'accélération sur le théâtre ukrainien. Et soyons clairs, nous sommes en retard. Bonsoir Général Pierre de Villiers. Bonsoir Madame. Je suis ravie de vous recevoir en plateau. Je rappelle votre ouvrage pour le succès des armes de la France aux éditions Fayard. Est-ce un message 10 ans trop tard de la part du président ? C'est sûr que quand je vois la représentation parlementaire voter les hausses de crédit substantielles, puisqu'on parle de 7 milliards pour cette année et la même chose l'année prochaine, 14 milliards, et que en 2017, je me sentais un peu seul par rapport à tout ça, puisque personne ne voyait les États-puissances se rapprocher de nous, le terrorisme islamiste radical, les migrations massives. Personne ne voyait que ce nouveau monde se rapprochait à grands pas. Et je me sentais un peu seul. Moi, je suis pas rancunier. Vous savez, ce qui compte, c'est la France. Et donc, je me réjouis de voir tout ça. La seule chose, c'est que pour le moment, toutes ces augmentations, toutes ces actions ne sont que des paroles. Il faut des actes. On verra si ce sont aussi des actes. Nous sommes dans un monde où les lignes géopolitiques, les alliances sont de plus en plus floues. Et le Groenland est la nouvelle obsession de Donald Trump. Écoutez-le. Je vais peut-être imposer des droits de douane sur des pays s'ils ne jouent pas le jeu sur le Groenland. Parce qu'on a besoin du Groenland pour la sécurité nationale. Je vais peut-être le faire. Est-ce que vous considérez encore les États-Unis comme un allié, Général de Villiers ? On est dans un monde où on n'a plus que des partenaires adversaires, finalement. C'est la règle. Nous avons été pendant des décennies, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans la force du droit. Et aujourd'hui, c'est le droit de la force. On a changé de logiciel. On le sentait venir. Mais ça s'est accéléré brutalement, notamment par les dirigeants de ces États-puissances. Le président Poutine avec l'envahissement de l'Ukraine, la Chine qui trace de plus en plus autour de son périmètre, et puis le président Trump qui applique finalement ce pourquoi il a été élu, America First, et qui revient à la doctrine de Monroe. On assiste à un monde où chacun finalement est en train de se constituer son périmètre régional. Et ce qui m'ennuie le plus dans ce monde, c'est que c'est un nouveau monde bipolaire, finalement. Et les 70 ans de communisme, quelque part, réapparaissent. D'un côté, l'Occident, avec 1 milliard d'habitants à peu près, alignés derrière les États-Unis, qui nous abandonnent vers le Pacifique, et nous nous retrouvons, nous les Européens, seuls. Et de l'autre côté, un conglomérat d'États, puissances, avec des stratégies de long terme, qui n'ont qu'un seul point commun, mais ça suffit pour les unir, la haine de l'Occident et du grand Satan américain. Vous avez assisté à la première réunion Donald Trump-Emmanuel Macron, Général de Villiers. Est-ce que vous aviez déjà vu ce changement de doctrine lors de Trump 1 ? Je raconte ça au début de mon livre parce que finalement, c'est un peu ce qui m'a décidé à écrire. J'avais perçu, j'avais pressenti. Dans la même journée du 13 juillet 2017, nous avons eu la réunion le matin franco-allemande avec la chancelière Merkel et j'étais à côté du président français. J'avais vu cette Europe un peu mécanique, un peu à bout de souffle, en tout cas sans souffle. Et puis l'après-midi, le président Trump, un autre style, 1h03 de réunion, président très imprévisible dans son comportement, parfois même un peu impoli dans son savoir-vivre, et puis finalement très prévisible dans ce qu'il disait, dans sa stratégie. Et j'avais senti dès ce moment-là, dès 2017,
qu'il allait progressivement se tourner, comme ses prédécesseurs, mais en accélérant le mouvement vers le Pacifique et abandonner l'Europe. L'Europe qu'il estimait incapable de se réarmer est très contente d'être sous le parapluie américain. Et lui, dans sa doctrine, c'était fini. L'envoi des troupes françaises au Groenland, en soi, vous en pensez quoi? Est-ce que ça sert à quelque chose? Alors, je suis assez partagé parce que, si vous voulez, la façon dont ça a été rendu, un Anglais, quelques Danois, une dizaine de Français, c'était un peu pathétique quand même ce détachement pour un bras de fer avec les États-Unis. Et connaissant de l'intérieur la mécanique, c'est un harpon, c'est une reconnaissance pour évidemment voir comment on peut faire un peu mieux avec une vraie force militaire, puisque là ce sont des gens non armés pour l'essentiel. Alors, on ne peut pas ne rien faire. Seule l'inaction est infamante. Mais un bras de fer contre les États-Unis à propos du Groenland, qui se terminerait par un article 5, écoutez, c'est absolument inimaginable. L'OTAN est contrôlé par les États-Unis. Ils financent plus de 50%. C'est la colonne vertébrale de l'OTAN. Je n'imagine pas cette situation comme possible. Nous sommes effectivement dans la gesticulation politique et dans les rapports de force. Vous dites que nous sommes sortis de la mort cérébrale de l'OTAN dans votre ouvrage, mais est-ce qu'on l'est vraiment quand les États-Unis agissent ainsi? Et quelle est la bonne posture à avoir? Est-ce que c'est le daddy de Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, ou est-ce que c'est être ferme et leur dire en fait, vos troupes américaines sur le territoire européen, on n'en veut plus, on va désormais se défendre seul? Quelle posture il faudrait avoir? Écoutez, déjà, réaliser que notre monde a changé et que, en termes diplomatiques, on ne peut plus faire comme avant, le droit n'est plus respecté. Les organisations internationales mises en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces stabilisateurs automatiques, suivant la belle expression de l'ambassadeur Delattre, ces stabilisateurs ne sont plus efficaces. Donc il faut tourner la page et venir dans la page de la force. Seule la force sera respectée. Et c'est pour ça que, au-delà de la diplomatie, il faut réarmer en accéléré. Réarmer nos armées pour qu'elles soient capables de faire la guerre, pas simplement des opérations de guerre. Réarmer les forces morales du pays pour que nous ayons une unité nationale. Que se passerait-il si nous étions à la place des Ukrainiens en France aujourd'hui ? Et puis, il faut mettre en œuvre cette fameuse économie de guerre dont le président a reparlé dans ses vœux. Mais aujourd'hui, c'est une expression, ce sont des paroles. Rien n'a changé dans les procédures vis-à-vis des industriels. On va en parler des industriels, mais j'aimerais savoir, si vous étiez à la place du général Gouasque, par exemple, qui nous représente à l'OTAN, comment vous agiriez avec les Américains ? Alors, je le dis dans mon livre, nous, les Européens, ce qu'il faut que nous construisions, ce sont des coopérations interétatiques à géométrie variable sur des projets concrets. C'est ça, l'Europe de la défense. Et moi, je l'appelle la défense de l'Europe. Les mots ont un sens. Le mythe de l'armée européenne, il faut arrêter de faire référence à cela. Car nous perdons du temps. Nous en avons déjà beaucoup perdu avec cette armée européenne. On ne part pas à la guerre avec des troupes fusionnées. On meurt pour son pays, on meurt pour son drapeau, on meurt pour son chef, on meurt pas pour une communauté économique. Voilà ce qu'il faut faire. Construire à partir du socle de l'OTAN. Parce que de toute façon, les pays européens membres de l'OTAN restent attachés à l'OTAN. Construire cette coopération européenne et pas cette Europe fédérale qui ne dit pas son nom. Général de Villiers, est-ce qu'elle marche vraiment, cette coopération européenne? Quand on voit par exemple le char du futur, qui pour l'instant patine un petit peu, j'ai envie de dire, pour une histoire de tourelle, où on a envie de dire, nous les Français, nous avons la solution, nous les Allemands, nous avons la solution, et personne ne se met d'accord. Je pourrais vous dire également le European Sky Shield Initiative, qui devait nous protéger au niveau européen de missiles balistiques, qui n'a pas été décidé par les Français parce que ce n'était pas un projet avec de l'armement européen. Quand on voit ça, est-ce qu'un couple franco-allemand marche encore réellement ? Alors le couple franco-allemand, parlons-en. On a fait la brigade franco-allemande qui est excellente pour les défilés, mais on peut pas l'utiliser en opération puisque la loi fondamentale allemande interdit de faire la guerre. Donc il faut profiter de cette situation où les pays européens commencent à avoir peur. Et vous savez, la peur fait réagir.
le courage fait décider, le sursaut fait gagner. Voilà le sursaut européen que nous attendons en respectant les souverainetés nationales. La souveraineté européenne, ça n'existera jamais parce qu'il faut une nation européenne. Il y a des nations européennes, il y a des pays, il y a des États européens. Et c'est ça qu'il faut profiter de cette situation unique pour faire avancer cette coopération européenne. Mais arrêtez de croire qu'on va pouvoir marcher sur les nations, sur les drapeaux, sur les cultures des pays. Ça ne fonctionnera pas. Et les coopérations dont vous me parlez,